Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. La jeunesse est notre avenir. Ce sont nos jeunes qui construiront la société de demain et la transmission des valeurs est pour cela essentielle. La transmission, c'est une valeur fondamentale dans le judaïsme. Transmission de l'identité, des valeurs qui nous permettent de faire société. J'ai le plaisir, pour pouvoir en parler, d'accueillir Maria Chadray, enseignante et thérapeute. Bonjour Maria. Bonjour. Vos enseignements sont souvent diffusés sur les réseaux sociaux, ils connaissent un grand succès. Est-ce que c'est, selon vous, un moyen d'atteindre les jeunes aujourd'hui ? Effectivement, il n'y a pas le choix. Il faut utiliser les canaux qui sont ceux des jeunes. Alors c'est à double tranchant évidemment. On les utilise parce qu'on veut les atteindre, parce qu'on veut être en lien, mais rien ne saura remplacer une relation, un rapport de face à face. Et donc finalement, ce que nous mettons sur les réseaux sociaux, c'est un moyen de pouvoir rentrer en lien, se connecter et pour ensuite tenter de rencontrer ces jeunes et de pouvoir porter une parole peut-être qui est un peu plus longue. Vous savez que sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus court. On va dans des shorts, dans des réels. Quelle parole sensée peut-on dire en 1 minute, en 2 minutes ? C'est insensé d'ailleurs. Alors, les réseaux sociaux sont là. C'est un outil. Nous l'utilisons, mais on n'oublie pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de s'asseoir en face de ces jeunes. La transmission est essentielle dans le judaïsme. On sait que depuis le drame du 7 octobre, certaines personnes qui portent une identité, notamment juive, se rapprochent de leurs racines, de leur famille, d'où ils viennent pour savoir un peu plus où ils pourraient aller. Est-ce que cela facilite l'accès à des gens qui avant ne voulaient pas savoir ou voulaient complètement se détacher de ça ? Oui, je crois que ça leur facilite et souvent ils disent qu'ils sont venus à un Shabbat, à un événement, à un cours, en nous trouvant sur les réseaux sociaux, effectivement. Et je constate effectivement ce que vous dites, que après le 7 octobre, il y a eu vraiment une vague de jeunesse qui est venue toquer à nos portes. Et c'est Sartre qui disait que l'antisémitisme crée finalement l'identité juive. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en tous les cas, il permet aux juifs de revenir, de se connecter. Et la plupart du temps, c'est très touchant. Ils disent « je veux en savoir plus ». Et par rapport à ça, quel est votre défi et notre défi, selon vous, pour aller intéresser la jeunesse ? Alors, la jeunesse doit se reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux qui fait sens. Et vous savez, c'était Viktor Frankl qui disait il y a longtemps, après la Shoah, dans son fameux livre sur la logothérapie, Retrouver le sens de la vie, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. Il disait que, il parlait du vide existentiel de la jeunesse, et bientôt, dit-il, bientôt les jeunes feront soit ce qu'on leur impose de faire, c'est le totalitarisme, soit feront comme les autres, et c'est le conformisme. Mais dans les deux cas, ils ne feront pas ce qu'ils veulent faire. Et en fait, on veut d'abord les connecter à une voix intérieure qui leur rappelle qui ils sont. Le soi, c'est cette fidélité à l'âme que Dieu leur a donnée. Où est-elle ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois être ? Ils ont des questions basiques, élémentaires, mais fondamentales et existentielles. Ils veulent donner du sens à leur identité, et pour ça, il est impératif de pouvoir les rencontrer. C'est une façon de le faire, et merci beaucoup de le faire, Maria Chadray. Il y a beaucoup de façons de faire ça, mais c'est une urgence, une nécessité, ne serait-ce que pour l'équilibre de ces jeunes qui ne pourront pas devenir quelqu'un sans savoir d'où ils viennent et sans savoir où ils veulent aller. Nous allons donc rejoindre Régine Conquière, présidente de Taglit France, à Tel Aviv ou en Israël, où de façon complémentaire ou de façon ajoutée à un travail comme fait Maria Chadray, dans le voyage, dans la visite de lieux, dans la visite d'un pays, dans toutes ses complexités, dans tous ses paradoxes, dans toutes ses différences et dans toutes ses merveilles, fait et organise tous les ans avec des gens du monde entier des voyages en Israël. Allons-y, à tout de suite. Bonjour Régine. Bonjour. Taglit a été créé en 1999
Pourquoi avoir décidé de créer une telle mission et qui l'a fait? Alors, c'est un groupe de mécènes qui s'est posé la question à un certain moment, juste avant 99, vers 97, de savoir ce qui allait se passer au niveau de la transmission du judaïsme. Et aux États-Unis, vous savez qu'il y a 50% de mariages mixtes. Et donc, ils ont fait une enquête auprès des jeunes des grandes universités américaines. Et l'enquête a démontré, la question était, est-ce que l'existence de l'État d'Israël est importante pour vous? Et l'enquête a démontré que la majorité a répondu non. Donc ils se sont dit, c'est la fin du judaïsme américain. Petit à petit, l'assimilation, aucun intérêt pour Israël, il n'y aura plus de juifs. Donc à l'américaine, ils sont allés chez McKinsey et ils ont dit, voilà, on vous pose un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qui se passe. Et McKinsey, après réflexion, est revenu en disant, vous devez offrir à chaque jeune juif du monde entier un voyage de 10 jours en Israël d'éducation et de rapprochement de son identité. Extraordinaire. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et depuis le début de Taglit, 850 000 jeunes juifs ont participé à Taglit. Alors ils ont donné évidemment la conception au plus grand professeur américain d'éducation. Donc c'est extraordinairement bien fait. Le concept, c'est de faire parler ensemble des gens qui n'avaient aucune chance de se rencontrer. Des riches, des pauvres, de droite, de gauche, religieux, pas religieux. Et finalement, au bout de 2-3 jours qu'ils sont dans ces voyages, ils ont l'impression d'être dans une famille. Et ils gardent des liens. Et évidemment, nous avons beaucoup de mariages et nous avons des milliers de bébés Taglit. Et c'est une grande mitzvah qui me rend très heureuse. C'est incroyable parce qu'on sait en fait que les gens qui viennent ici sont souvent remplis d'a priori par rapport aux informations, par rapport à une image qui n'est pas toujours la bonne. Et en fait, tous ces jeunes deviennent, entre guillemets, nos ambassadeurs. Tous ces jeunes deviennent nos ambassadeurs, mais d'une manière absolument incroyable. Il y a même des jeunes qui arrivent en disant, parce que la grande idée aussi, c'est que pendant 4 jours, il y a des soldats qui voyagent avec les jeunes. Et si l'armée nous donne autant de soldats, déjà plus de 100 000 soldats ont fait Taglit, et autant de journées de soldats, c'est parce que, en fait, un soldat qui vient à Taglit repart un meilleur soldat. Parce qu'il se rend compte qu'il ne se bat pas que pour lui, mais qu'il se bat pour tous les juifs du monde. Et ça, ils ne le savent pas, parce que c'est tout naturel d'aller à l'armée. Quand vous êtes israélien, vous savez que vous irez à l'armée. Vous réfléchissez pas au pourquoi. Mais quand vous voyez des jeunes du monde entier, ils ont compris l'éthique et la morale qu'il y a dans cette armée. Donc vraiment, vraiment c'est passionnant de faire ça. C'est aussi éducatif parce que nous leur donnons évidemment des cours informels. En fait, c'est de l'éducation informelle. Ça se présente sous forme de discussion, mais en réalité, c'est de l'enseignement. Et évidemment, il y a toujours des histoires tellement incroyables dans ce pays. Les gens font des choses d'une manière avec un tel courage. Et on leur apprend aussi la valeur de la tzedaka. On leur apprend la valeur et la morale juive et l'amour du peuple juif et le fait d'être fier d'être juif. Je m'appelle Alan, j'ai 23 ans, j'ai grandi à Rennes, en Bretagne. Au collège, tout ça, même au lycée, j'étais le seul juif. Donc je me suis pas fait beaucoup d'amis juifs. Je suis déjà venu en Israël avec mes parents. J'ai rapidement visité Jérusalem, mais pour moi, c'était pas assez. Et donc, c'est pour ça que je reviens ici maintenant à Taglit. Pour moi, dans ce voyage, l'un des moments émouvants, c'était de visiter le musée de la Shoah. Tous les Juifs qui connaissent l'histoire de la Shoah, je pense qu'on a tous ressenti beaucoup de peine. Et moi, du coup, dans ce musée-là, ça m'a... À nouveau, j'avais un peu les larmes aux yeux.
C'est la première fois que je pars en Israël. Taglit, c'était l'opportunité de venir en Israël et de découvrir le pays en partageant cette expérience avec des jeunes juifs de mon âge. La chose la plus intéressante que j'ai vue, c'était la visite de Yad Vashem. C'était le moment où je crois que le groupe il a jamais été aussi soudé. Le mur de Jérusalem. On se dit qu'il y a nulle part dans le monde où on peut se sentir plus proche de Dieu. Après, je pense qu'avec la communauté éthiopienne aussi, c'était un moment très magique parce qu'on avait l'impression de leur donner tellement de bonheur et de joie que c'était très fort. Il y a autant de manières d'être juif que de juifs. Pour moi, être juive, c'est me sentir juive sans forcément savoir exactement pourquoi. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait des personnes qui soient religieuses, des personnes qui soient pas religieuses, parce qu'on apprend aussi à être tolérant. Jusqu'ici, je considérais juste que c'était ma religion. Maintenant, j'ai compris qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, qu'on appartient à un peuple, et je pense que ça, c'est vraiment plus important. À qui s'adressent ces programmes? C'est-à-dire qu'en fait, comment les gens, les jeunes, prennent connaissance de ces programmes, mis à part le bouche à oreille, et comment on fait pour diffuser? Aujourd'hui, c'est Internet. Internet. Bon, ça y est, maintenant, Taglit est extrêmement connu dans le monde. Tous les jeunes connaissent et ils vont s'inscrire sur Internet. Évidemment, après, il y a beaucoup de sécurité, vous vous doutez bien. Ce que je voudrais dire, en particulier cette année, c'est le courage des Français. Parce que tout le monde est venu, on n'a pas eu de défection. Et tout ce qu'on voit ici, ce sont des Français. Et je suis allé à la rencontre de 8 groupes Taglit à Masada il y a 2 jours et vous auriez dû voir la liesse et la joie, la beauté de ces jeunes. Vraiment, c'était d'une émotion incroyable. Et à quel point ils nous ont remerciés de leur avoir permis de faire ça. Et c'était vraiment tellement génial. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces programmes pour les gens que ça pourrait intéresser? Il n'y a aucune condition à part le fait d'avoir un parent juif selon la loi du retour. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un grand-parent, etc. Qu'est-ce que, selon vous, elle vient d'où la motivation? Elle vient de quelqu'un de la famille qui lui dit tu devrais aller voir. Elle vient de quelqu'un qui revient de ce voyage. Elle vient d'une curiosité. Elle vient d'une idée qu'on arrive avec des générations aujourd'hui où ils se disent contrairement aux générations d'avant, moi j'ai pas envie de faire une fête si je comprends pas pourquoi je la fais, ou j'ai pas envie d'avoir ou de respecter cette tradition si c'est pas logique pour moi. Ça vient d'où? Alors tout ce que vous avez dit existe. Il y a une chose qui m'a énormément étonné quand même, c'est qu'il reste encore énormément de jeunes qui ne savent pas qu'ils sont juifs parce que leurs grands-parents ont été des enfants cachés et qu'ils n'ont jamais voulu dire qu'ils étaient juifs parce qu'ils ont gardé cette espèce de peur incroyable. Et je suis étonné du nombre. Je pensais qu'il y en avait très peu. Et en fait, j'ai rencontré par exemple une jeune femme merveilleuse qui un jour est tombée en cherchant un document dans la chambre de sa maman sur un document qui lui montrait que sa grand-mère était juive. Elle a remonté tout le fil, elle a commencé à poser des questions. Elle avait déjà 26 ans. Elle a commencé à poser des questions. Elle habitait dans un endroit où il n'y avait pas un seul juif, un petit village à 40 km de Toulouse. Elle s'est dit, qu'est-ce que c'est juif? C'est quoi d'être juif? Et elle a commencé à s'intéresser. Elle est tombée sur Taglit, sur Internet. Elle a fait Taglit. Et sa vie a changé. Elle a découvert un univers, une appartenance. Elle s'est dit, mais moi j'ai envie d'être juif. Je sais ma famille. Elle y est retournée comme madricha, c'est-à-dire monitrice. Et là, à 30 ans, elle vient de faire sa bat mitzvah. Incroyable. Incroyable. Et on en a beaucoup. On a beaucoup de garçons qui font leur bar mitzvah au mur. Parce que tout le monde va au mur, évidemment. Et c'est absolument formidable. Mais chacun est libre. Oui. Ce qui caractérise Taglit, c'est l'acceptation de tous les horizons. C'est un judaïsme très ouvert pendant le voyage. Ouvert. C'est quand même un vrai judaïsme, c'est-à-dire que tout est cachère. Je veux dire, il n'y a pas du tout de... Mais c'est un judaïsme dans la vie, voilà, dans la vie d'aujourd'hui, et qui donne
qui donne envie, parce que souvent les jeunes, on leur dit, ben voilà, t'es juif, tu manges pas de porc, tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'est un peu casse-pied. Là, on leur montre que c'est pas casse-pied d'être juif. C'est faire partie d'un peuple, d'une histoire, d'une famille, et d'avoir du plaisir. Et on leur donne envie d'apprendre. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est quand même ce qui nous caractérise. Oui. L'envie d'apprendre. Oui, voilà. Tout le temps. Voilà. Tout le temps, sans arrêt. Et le judaïsme, c'est sûrement peut-être la religion du mouvement. Exactement. J'ai envie de dire. Et de la connaissance. J'ai fait Taglit en tant que participante et ça a changé ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu m'investir vraiment davantage, découvrir encore plus mon histoire. Parce que, comme je vous l'ai déjà peut-être dit, être juif chez moi, c'était tabou. Ma mère avait tenté de se rapprocher de la communauté, mais mes grands-parents, encore traumatisés de la Shoah, lui ont quasiment interdit de faire ce rapprochement. Et moi, je suis en train de le faire. J'ai voulu donc devenir madriha pour pouvoir à mon tour encadrer et transmettre ce que j'ai vécu avec de jeunes juifs français. Pour devenir madrir, on fait un séminaire de 5 jours en Israël. Et pendant ce séminaire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce qu'on fait une vraie expérience d'unité et on nous apprend ce qu'est que d'être ensemble malgré nos différences. C'est une expérience qui est vraiment incroyable parce qu'il nous donne vraiment les outils pour comprendre nous-mêmes, mais aussi pour aider les autres. Lorsque, par exemple, on encadre un groupe, il y a forcément des problèmes, des conflits. Et comment fait-on pour que ces jeunes juifs, qui parfois n'ont rien à voir, il y en a qui sont très pratiquants, d'autres beaucoup moins, et comment on fait pour qu'ils ne forment qu'un seul groupe? Et être madriha, c'est ça, en fait. Donc je me suis retrouvée à faire madriha, ça a été magnifique, vraiment comme si j'avais pris mon petit cœur, ma petite âme dans les mains et qu'on ne refaisait qu'un. Et puis après, je reviens à Paris. Bon, il y a un petit coup de blues, c'est normal, mais ce qui est fou, c'est que le jour où je pose le premier pied à Paris à un dîner, là on me propose d'aller faire un travail incroyable dans le domaine que j'adore, qui est le cinéma, en Israël. Et je trouve ça fou, je pensais pas que ça allait se faire si vite. C'est incroyable comme quoi parfois les choses, quelque chose nous appelle, quelque chose nous fait du bien, quelque chose nous donne confiance et là, j'ai ma neshama qui est en éveil total, c'est juste magnifique et voilà. Et tout ça, encore une fois, c'est grâce à ce que Taglit a fait, à ce que Taglit a déclenché en moi et ce que Taglit a permis pour moi, pour mon futur, pour ma famille et pour des générations entières. Le premier objectif de Taglit, donc, il est, par la culture, par la visite, par l'éveil, de faire découvrir à tous ces jeunes qui ont envie de savoir d'où ils viennent ou qui ont envie de comprendre s'ils adhèrent à l'identité de leur père, de leur mère ou des deux, quel est pour eux le sens de leur propre judaïsme qu'ils vont arriver à se créer. Exactement. Vous avez parfaitement bien défini. Quelles sont les activités qu'on propose aux jeunes pendant le voyage? On l'a entendu, Masada, le mur de Jérusalem. Est-ce qu'il y a des visites à Yad Vashem? Il y a Yad Vashem, évidemment, obligatoire. Il y a beaucoup de visites comme Beth Alochem, des petits endroits, des kibbutzim, visites du pays. Il y a des descentes en kayak. C'est un mélange d'amusement et d'enseignement. C'est-à-dire que de chaque visite, on tire ensuite une discussion, ce qu'on appelle une discussion. Un débrief. Voilà. C'est plus qu'un débrief parce que ça permet aux gens de parler d'eux-mêmes, en fait. Oui. Par rapport à ce qu'ils ont ressenti au moment où ils se trouvaient. Et là, ce qui m'a frappé chez les jeunes que j'ai vus cette fois-ci, c'est qu'ils sont allés à Nova.
Et tous ont été bouleversés, bien entendu, par ce qu'ils ont vu et par tous ces jeunes qui ont été assassinés. Et c'est vraiment... Ils m'en ont tous parlé. C'est ce qui les a le plus frappé. D'habitude, on me dit, c'est ma première fois au mur. Là, c'est Nova. Depuis le 7 octobre, tous les programmes Taglit ont forcément changé? Alors, les programmes ont changé. Mais surtout, nous avons créé dès 15 jours après le 7 octobre un programme de volontariat extraordinaire où les gens viennent travailler pendant 15 jours. Ils payent leur voyage, mais nous les logeons, nous les nourrissons. Et ils travaillent pendant 15 jours. Et nous avons déjà amené plus de 7000 personnes du monde entier. Formidable. Et ça, c'est formidable parce que imaginez 15 000 fois 7 journées de Bien sûr. 7000 fois 15 journées de travail. Bien sûr. C'est beaucoup, beaucoup d'aide. Et puis c'est beaucoup, beaucoup de sens parce que c'est, avec les gens qui ont eu peur et qui sont partis, c'est des milliers de fruits, de légumes qui vont être jetés alors que 25% du pays crève de faim. Ils ont fait beaucoup d'agriculture. Ils ont fait énormément d'agriculture et de la logistique. Et ce que je dois dire de merveilleux, c'est que beaucoup de ces gens avaient fait Taglit. Et c'est ce qui les a rapprochés de la vie juive, et c'est ce qui les a motivés à être volontaires. Et j'en ai plein qui ont fait 2 fois le volontariat. C'est-à-dire qu'ils ont pris des vacances dans leur boulot pour venir faire le volontariat. Et ça, c'est quand même formidable. Donc on a fait le volontariat et on a aussi logé, et on loge toujours, 800 familles dans des hôtels, puisque Taglit, évidemment, utilise énormément d'hôtels. Avant le Covid, c'était 50 000 jeunes par an qui venaient en Israël 10 jours. Donc c'était 50 000 fois 10 jours d'hôtel. C'est une aide aussi économique à Israël considérable. Taglit est le premier client d'El Al au monde. C'est pas pour ça qu'ils nous font des prix. Non, bon, je sais pas si on mettra ça. Ne vous inquiétez pas, on est dans le même rapport. Donc on apporte cette aide. Donc nous logeons dans des hôtels, des familles du Nord. Et ce que nous faisons de plus par rapport simplement au logement, c'est que nos éducateurs viennent s'occuper des enfants qui sont traumatisés, qui s'ennuient. Il y a un programme de post-trauma. Voilà, il y a un programme d'éducation. En fait, tout tourne autour de l'éducation. C'est le plus important. Dans Taglit. Taglit, c'est vraiment de l'éducation. Est-ce que Taglit existe dans le monde entier? 67 pays. Il y a des pays où il n'y a pas de juifs. Non. Donc il n'y a pas de Taglit. Mais on essaye d'aller un peu partout, oui. C'est un travail colossal. À qui vous confiez l'organisation de ces voyages Alors, en France, c'est la Chavaya qui le fait pour nous, qui organise le voyage en lui-même. Vous savez, c'est fait à l'américaine, Taglit. Tout est hyper calculé, programmé, organisé, parfois presque trop, à mon goût. Mais tout est fait d'abord pour la sécurité des jeunes. Donc il y a un règlement qui est extrêmement dur. Parce que donc nous prenons les jeunes de 18 à 26 ans. Donc c'est la période où les gens sont étudiants. S'ils ont envie de faire la bringue, etc., nous, c'est pas d'alcool. C'est très, très... Moi, personnellement, partir en Israël, ça m'a permis aussi de découvrir ma famille que j'avais jamais vue, Israël que j'avais jamais vu. Voyager, je ne l'avais jamais fait. Prendre l'avion pour la première fois. Et puis voilà, j'ai découvert Sacha. Et ça, je pense qu'il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, voilà, on est mariés. Et... On est très heureux et ça fait 1 an et c'est vraiment que du bonheur. C'est même avant le mariage, c'était déjà du bonheur. Ouais, voilà. Même de s'être rencontrés. Exactement. Le dit avant. Et, voilà. Donc, et aujourd'hui, l'aventure, elle continue et c'est toujours mieux. On peut rien demander de plus, hein. Je suis mariée. Taglit, on oublie, c'est pas un voyage gratuit, c'est un voyage offert et c'est un cadeau énorme et une chance énorme qu'on nous offre et je pense pas connaître un cadeau aussi incroyable offert à des inconnus. C'est un voyage intense donc honnêtement oui, on peut dire que merci parce que quand on a la chance de partir et de se dire qu'après on a rencontré notre Mazal, chose moi j'aurais jamais cru, hein, honnêtement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que merci? C'est le plus beau cadeau de notre vie. On espère que vous pourrez continuer à
à offrir à d'autres jeunes comme nous l'opportunité de vivre ces grands moments et peut-être de faire la rencontre de leur vie aussi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est merveilleusement fait parce que les gens repartent, ils ont une famille, ils gardent des liens et en ce moment, nous sommes en train de créer une plateforme mondiale de liens entre tous les gens qui ont fait Taglit, d'entraide, vous voyagez, vous allez quelque part, bah tiens j'arrive dans telle ville, est-ce qu'il y a un Taglit qui habite là ? Et les gens disent ok d'accord, viens dîner à la maison. C'est-à-dire qu'en fait tous les jeunes ou une grande partie des jeunes qui font cette expérience grâce à Taglit et qui le vivent, quelques années après, ils aident l'institution. Ils ont envie d'être dans la communauté. C'est aussi ce qu'on cherche à faire, c'est à trouver de nouveaux leaders de la communauté. Bien sûr. Regardez, moi je suis vieille, tous nos leaders, à part Yonatan Arfi, sont vieux. Il faut qu'on ait des jeunes qui viennent nous remplacer. Et c'est aussi un des buts de Taglit, parce que plus vous vous rapprochez de votre identité, plus elle est importante pour vous, et bien plus vous avez envie de la préserver et de la faire grandir et de la faire s'épanouir, en particulier en ce moment où on vit une période terriblement difficile d'antisémitisme virulent. C'est très important. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de ne pas se cacher d'être juif. De ne pas avoir peur. De ne plus avoir peur. Nous n'aurons plus jamais peur. C'est sûr et certain. Voilà. C'est sûr et certain. Merci. Merci beaucoup, Régine. Merci à vous. Merci, Steve. Ilanit, vous êtes directrice de la Chavaya ici en Israël, qui travaille avec de nombreuses associations, dont l'association Taglit. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de la Chavaya ? Alors, la Chavaya israélite a été fondée en 1958, ça fait beaucoup d'années d'expérience. Notre rôle, c'est de renforcer l'identité juive et le lien avec Israël à travers des voyages, à travers des expériences, à travers des rencontres pour montrer ce qui est les multifacettes de la société israélienne, les 3000 ans d'histoire qui se relient avec tout ce qui est Israël aujourd'hui, la modernité, les rencontres avec les Israéliens et de créer des rêves, de créer des voyages inoubliables. Comment, quand vous rencontrez toutes les catégories de communautés juives françaises, comment ça se passe ? Vous leur proposez un programme, vous leur suggérez un programme, ils vous disent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire, et quel est leur état d'esprit quand ils arrivent ici ? Alors il y a énormément des jeunes Français qui sont déjà venus en Israël. On a de toutes sortes, on a ceux qui sont très loin de la communauté, on a ceux qui sont déjà venus 3 ou 4 fois en Israël, et pourtant je pense qu'ils ne connaissent pas Israël, qui vont la découvrir à travers les voyages, à travers les rencontres qu'on va leur organiser, et qui vont découvrir plein de choses qu'ils ne savaient pas en fait, qu'ils étaient sûrs qu'ils connaissaient ce pays, mais ils le découvrent petit à petit. Ils étaient juste venus, soit pour du tourisme, soit pour voir de la famille, soit... La plage, Tel Aviv, et là ils vont découvrir... tout le pan historique, tout le pan sociétal, tout le pan culturel. Marcher les Bibles en main et voir où tout s'est passé, où tout a commencé. Et surtout, qu'est-ce qu'est Israël de nos jours ? Mon but, c'est aussi de leur donner ce qu'eux, ils ont besoin. C'est pas seulement de leur faire découvrir nous, les Israéliens, mais de voir qu'est-ce qui nous lie et de répondre à leurs besoins. Je pense que de plus en plus, il y a énormément de réalités qui se créent, auxquelles il faut venir avec des informations, des liens, des rencontres. Le mot lien est omniprésent et je pense que vous avez raison parce que le titre de ça pourrait être ce qui nous lie en fait. Et quel genre d'activité vous leur proposez par rapport à ce que vous venez de dire ? Alors de visiter des endroits qu'ils ne connaissent pas bien sûr, où ils ne seraient pas allés avec leur propre famille, mais surtout de rencontrer des Israéliens. Je ne sais pas si vous savez, mais sur les groupes Taglit, il y a des Israéliens, il y a 8 Israéliens, des soldats ou des étudiants, qui montent dans le bus et qui vont passer avec eux ou les 5 jours ou les 10 jours d'activité, comme s'ils étaient des participants et qu'ils apprennent à se connaître et de leur faire rencontrer des gens qui ne connaissaient pas des aspects de la société israélienne qu'ils ne connaissaient pas avant, comme par exemple des rencontres avec des lieutenants, des colonels druzes, leur expliquer par exemple pourquoi ils sont tellement liés à l'État d'Israël, pourquoi ils se dévouent tellement, que ce soit dans l'armée ou dans la société israélienne, et de leur faire rencontrer des gens qui sont différents d'eux, et de leur montrer qu'Israël, c'est pas un monolithe. Israël est composé de plein et de l'histoire, mais aussi de plein de défis et de la modernité de ce pays, la démocratie israélienne
et de leur faire rencontrer, encore une fois. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent en immersion pratiquement totale et ils vivent comme s'ils n'étaient ni à l'hôtel ni ailleurs avec des Israéliens. Donc ils vivent à l'israélienne pendant le temps de leur séjour. Ils vivent à l'israélienne, ils mangent à l'israélienne. C'est pas toujours facile. Mais bien sûr, par exemple, un jeune, une fois, il m'a demandé pourquoi j'ai 16 ans. Pourquoi je vais à Yad Vashem, je suis en vacances. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous m'amenez dans tous ces à la ville de David, etc. Et je lui dis, dans 2 ans, tu vas te retrouver à la fac. Et on va te poser des questions. Et on va te dire que la Shoah, ça n'a jamais existé. Que c'est, mais toi, tu as rencontré à l'époque, ils avaient la possibilité, on avait fait des rencontres et même un bateau entier de 5 jours avec l'histoire de l'Exodus. Ils ont rencontré Noah Kliger. Ils ont serré sa main. C'est un rapport direct. Ils ont entendu des témoignages. Personne ne pourra plus leur dire que c'est des mensonges. Ils vont sur la ville de David, on ne pourra pas leur dire que le sionisme, c'est une invention de ces 100 dernières années. Parce qu'ils ont vu les preuves par leurs propres yeux. Noah Kliger, qui était un grand humaniste, qui a été un sportif, qui a été au camp d'Auschwitz avec Victor Young Pérez, le boxeur d'Auschwitz, et qui après a travaillé dans un grand journal ici en Israël et qui a passé sa vie à aller faire des masterclass et des débats pour transmettre la mémoire, et qui est parti et qui nous a quittés il y a peu de temps. Est-ce que finalement, quand un jeune comme ça vous dit pourquoi tu veux m'amener à Yad Vashem, pourquoi tant d'émotions, pourquoi tant de peut-être douleur ou souffrance, est-ce que c'est parce que il vit son judaïsme en France et qu'il n'a pas envie de le mélanger à ça? Est-ce que c'est parce qu'il est dans un déni? Ou est-ce que c'est parce qu'ici, ça le protège justement de ce qu'il vit aujourd'hui malheureusement en Europe, à votre avis? Je pense que les jeunes d'aujourd'hui vivent dans une énorme solitude. Je les rencontre, que ce soit à Paris ou que ce soit en Israël, et ils me parlent du fait que quand on fait quelque chose en Israël, c'est eux qui souffrent. Bien sûr, c'est nous aussi les Israéliens, mais eux aussi se font identifier en tant que juifs. L'antisémitisme, l'antisionisme aujourd'hui a une grande amalgame, et j'ai un devoir de leur donner les outils pour leur remplir un peu leur verre. Que ça soit de l'information, que ça soit un sentiment déjà de valider ce qu'ils ressentent, cette grande solitude, et aussi de leur donner des outils, de les relier à cette grande famille qui est le peuple d'Israël, et leur dire oui, c'est vrai, mais on est unis, on a une destinée, on fait partie d'une grande famille. Et vous n'êtes pas seuls. Est-ce que vous pensez que justement, de venir sur la terre de leurs ancêtres, les faire partir avec davantage de force et davantage de positivité et d'énergie pour avoir le courage d'aller vers eux? Vous le dites tellement bien en fait, c'est de faire la fête en Israël, de se dire c'est de se retrouver avec une liberté, avec une joie de vivre, avec les Israéliens qui savent faire la fête. Et dimanche dernier, j'étais à Kfar Noklim, c'est un village bédouin, où on a fait une grande soirée avec 300 jeunes de Taglit, et avec les Israéliens qui les ont rejoints bien sûr, et ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont fait la fête de ce qu'est être juif en Israël, et ils ont lié encore une fois des amitiés pour toute la vie. Les c'est jeunes... des moments clés pour eux. Exactement. C'est des âges clés. On sait que de 5 à 17, 18 ans, c'est là que tout se construit. Est-ce que pour vous, quand ils repartent d'ici, ayant vu ça, ayant vibré à l'unisson, ils deviennent, entre guillemets, leurs propres ambassadeurs? Déjà, ils deviennent des propres ambassadeurs, mais je veux d'abord que ça soit pour eux-mêmes, que chacun sente qu'il a rempli son verre. Il a été tellement vidé depuis le 7 octobre, tellement de moments, tellement de concepts qui ont été brisés. C'est quoi une maison? C'est quoi un endroit sûr? C'est quoi l'armée d'Israël qui vient à chaque moment soutenir et aider? Et tout ça, il faut leur remplir leur verre et leur redonner des clés, des outils, parce qu'ils se font attaquer tout le temps. Et avoir vécu des moments forts, des moments inoubliables, et avoir rencontré des gens qui les ont inspirés et qui leur donnent envie d'aller poser encore plus de questions. C'est pas des voyages tranquilles. On ressort pas. D'abord, ils sont très fatigués, ils dorment peu, mais en plus de ça, ils reviennent avec plein de questions. Et ils ont envie, après cette découverte, d'aller chercher plus loin, d'aller chercher encore des réponses. Qui je suis? Comment je deviens acteur et pas juste spectateur de ma vie en tant que juif dans des communautés de diaspora ou que ce soit en Israël?
Mais est-ce que c'est pas ça aussi le judaïsme, c'est-à-dire le questionnement, la remise en question perpétuelle? C'est très fatigant d'être juif, de se poser tout le temps la question quelle valeur je choisis aujourd'hui? Est-ce que je choisis la vérité? Est-ce que je choisis la paix? Est-ce que je choisis le chesed, la grâce? Est-ce que je choisis le din? Et la vie d'un juif est pleine de questionnements. Tous les jours, on se lève le matin et on décide quelle valeur on va mettre plus haut aujourd'hui, sur quoi on va œuvrer aujourd'hui. C'est un peu Bereshit. Le Maharal de Prague nous dit qu'on aurait pu commencer la Bible par la lettre Aleph et pas par le Bet. Mais être juif, c'est être toujours de l'autre côté. Avant d'être juif, on était hébreu. On n'était pas Yehuda, Yehudi. On était Avraham, Ivri. On est toujours de l'autre côté, comme le magnifique texte d'Herbert Pagani. Mais je pense aussi que c'est une brite. Si on prend les lettres de Bereshit, c'est une brite de Hesh. C'est une brite entre le Emet et le Shalom, nous dit le Maharal de Prague. Et ça brûle. Quand on vit maintenant des moments où la vérité elle est tellement évidente, où tout ce qui se passe est filmé et acté, et tout le monde le sait, la vérité. Et pourtant, on nous traite de menteurs, et pourtant, on n'arrive pas à vivre en paix. Donc ça brûle. Une brite de Hesh entre le Emet et le Shalom. Et c'est ce qu'on essaie Emet, pour ceux qui ne savent pas, étymologiquement parlant de la langue hébreu, c'est la vérité. Est-ce que vos activités, comme vous vous adaptez beaucoup, et au groupe que vous avez et aux gens que vous avez, vous faites ça avec beaucoup d'énergie et beaucoup de sensibilité. Est-ce que vos activités, elles ont changé depuis le 7 octobre? Déjà, on avait envie de passer à l'action. On a eu des dizaines de milliers de participants qui sont venus ici donner de leur temps. Au lieu de passer des vacances, ils sont venus faire du volontariat, que ce soit du volontariat agricole, que ce soit du volontariat social, que ce soit du volontariat avec des familles qui ont été arrachées de leur maison depuis 10 mois et qui sont plus à la maison chez eux. Et voir des soldats visiter des hôpitaux, je me suis rendu compte, on parlait beaucoup de cette génération, la génération Z. On a dit qu'ils avaient la capacité de concentration d'un poisson rouge de 8 à 12 minutes. On a dit qu'ils étaient égoïstes, qu'ils étaient omnibulés par leur portable et par les réseaux sociaux. Eh bien, c'est faux. Moi, je les ai vus. Ils avaient des moments libres quand ils faisaient leur volontariat. Et chaque fois, ils demandaient « Allez, venez, on fait un barbecue avec des soldats. On veut aller visiter des soldats dans les hôpitaux. On veut... Trouvez-nous encore du volontariat. » Ils ne voulaient pas passer leur temps à la plage. Ils voulaient donner, encore donner et encore donner. Et cette génération, qu'on pourrait écrire des livres sur la bravure de tous ces jeunes Israéliens et jeunes Juifs de diaspora qui avaient envie d'acter, de travailler avec leurs mains, de salir leurs mains. Et cette histoire, elle ne se terminera jamais. On ne pourra plus jamais dire les mêmes choses sur cette génération. Quand cette génération visite les kibboutz et qu'on leur explique et qu'on leur montre, par exemple comme au kibboutz de Kfar Aza, que ces gens-là, qui étaient à la table du Shabbat, qui habitaient Gaza, qui travaillaient avec des gens qui aspiraient à la paix et ne voulaient pas croire autre chose, ont été assassinés et qu'on a commencé par l'allée des jeunes, où il y avait les plus jeunes, donc les plus énergiques, à les assassiner dans le dos, par derrière, de façon ignoble. Quand on explique ça à ces jeunes générations qui visitent les kibboutz, ils le perçoivent comment? Alors déjà, c'est un moment de recueillement. Il faut d'abord s'imprégner de ce qui s'est passé et de pouvoir respirer, parce que c'est dur à respirer. Et je pense que de leur raconter des histoires de personnes qui ont, par exemple comme Ophir Lipstein, un ami avec lequel j'ai travaillé beaucoup, qui était le premier à sortir de sa maison pour essayer de protéger Kfar Aza et qui est mort, lui et son fils. Et de leur raconter leur histoire, de leur raconter leur projet. Ophir, c'était un fervent de la paix. Il avait énormément de projets pour la coexistence et pour amener du travail. Il avait des Palestiniens qui venaient chez lui à la maison pour les repas de Shabbat. Il y avait tous les plans de ce qu'il voulait faire sur sa maison, devant sa maison. Exactement. C'est un rêve qui a été brisé et il faut le reconstruire d'une façon ou d'une autre. Il faut essayer de redonner des valeurs et de l'espérance qu'on puisse vivre ici, dans ce pays, en paix. Je vois les jeunes. Vous les avez rencontrés quand on était sur un camp d'été, une colo qu'on a fait grâce au Fonds social Israël, avec des jeunes qui ont été arrachés de leur maison, que ce soit des kibbutzim du nord ou du sud, ou des villes de développement dans le sud. Déjà, ils se rencontrent ensemble, que ce soit des religieux, pas des religieux, de la droite, la gauche, etc. Ils vivent des moments ensemble, ils ont envie de se retrouver. Mais vous avez sûrement remarqué que vous avez demandé à plusieurs jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand ? Énormément de jeunes filles ont dit « je veux retourner dans mon kibboutz et fonder une famille ».
en tant que femme qui a envie de faire énormément de choses dans la vie, etc. La première fois que je l'ai entendue, je me suis dit, ah, elle veut que ça. En fait, elle veut que ça. Rentrer dans son kibboutz et fonder une famille. La deuxième jeune fille qui a dit ça, la troisième, la quatrième. Et je me suis dit, dans la pyramide de Maslow, c'est ce qu'ils ont besoin maintenant. Un sentiment d'une maison, un sentiment de réconfort, un sentiment de famille, pas d'abandon, pas de se sentir lié. Et c'était des moments très très forts. C'est très très fort, après avoir interviewé avec vous des centaines de jeunes ces derniers mois. C'est ce qui revient pour les hommes, construire une maison, protéger ma future ou ma femme et mes enfants, et pour les femmes, construire une maison ou avoir une maison et avoir ma famille à côté de moi. On pensait que c'était des concepts dépassés, mais ils sont pas dépassés. Avec des valeurs dépassées, et pas du tout. Ça devient malheureusement un retour de l'histoire, comme une boucle qui revient, et avec des valeurs qui restent là et qui sont très émouvantes, parce que ces gens-là qu'on a vus ensemble ont un regard moderne et une attitude moderne, et ils sont des vieilles âmes dans des corps de jeunes, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont envie de résilience, qui est la force du peuple israélien. Est-ce que vous sentez ce besoin de résilience chez les jeunes qui viennent de diaspora aussi? Énormément. J'ai eu énormément de témoignages sur des jeunes on a fait une rencontre sur un bateau à Paris avec des grandes écoles et des anciens de Taglit. Et il y en a plusieurs qui sont venus me voir et me dire, Ilanit, on est seul, on mange seul à la cafétéria. Ce sentiment de solitude, il n'est pas normal. Ceux qui sont liés à la communauté, ils ont leurs amis, mais les autres se sentent seuls et ont envie de retrouver un sentiment d'appartenance. Et c'est notre rôle. On est là pour ça. Il ne faut pas qu'on oublie, il faut que toutes les institutions qui s'occupent d'éducation informelle se réveillent et se disent, on a besoin de reconstruire. Mais par rapport à votre question, bien sûr, ils ont envie de faire la fête. Ils ont envie de se réjouir, ils ont envie de se rencontrer, de vivre une vie normale. Ils sont étonnés quand ils voient, depuis le 10 octobre, quand ils passent dans les cafés de Tel Aviv et qu'ils voient toute cette jeunesse qui est faite partout dans les cafés. Exactement, minute. Dans les concerts de musique, etc. We will dance again, c'est pas un slogan de... Non, c'est une vraie envie. Est-ce que ces derniers mois, vous avez une anecdote qui vous a particulièrement touché, bouleversé, retenu votre attention? Quand j'étais à Paris, on a fait une soirée de rencontre avec des grandes écoles et les anciens de Taglit. Et j'ai énormément de jeunes qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, Ilanit, on se sent seul. Comme dans les films américains, on mange seul à la cafétéria. On est seul avec notre plateau. Personne ne nous parle. Tous nos amis nous ont lâchés. On nous a unfriendés de tous nos réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'ils ont un vrai besoin de se sentir ensemble, de se retisser ces liens d'amitié, de retrouver quelque chose, un sens à leur vie qui briserait un peu la solitude. Et je pense qu'en plus de ça, c'est une force qu'ils ont d'avoir envie de faire la fête et de se retrouver quand ils viennent ici, qu'ils voient dans les cafés à Tel Aviv, tous les cafés qui sont pleins de jeunes qui font la fête, quand ils vont dans des concerts de musique, ils se retrouvent avec énormément de jeunes qui ont envie de danser et de se réjouir, et ben ça leur donne une force de se dire malgré tout, la résilience elle est là, malgré tout la force est là, on en y est capable, on a cette force en nous. Bien sûr, merci. Merci du travail incroyable que vous faites. Merci pour votre sourire, merci pour votre énergie. Nous avons fait plusieurs voyages ensemble et d'ailleurs nos téléspectateurs en profitent puisque on a amené des hommes politiques, le consistoire de France, des médecins, des patients ensemble en leur faisant découvrir tous les paysages et toutes les cultures et toutes les façons de pouvoir aborder ce pays. Et c'est grâce à des gens comme vous, donc merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et prenez soin de vous.